pied du mont sacré, les jeunes dingos, Waka et Quintala, ne cessaient de se mesurer l'un à l'autre. À ce jeu, la ruse de Waka lui avait souvent offert la victoire, mais Quintala ne voulait plus se laisser faire. À l'affût sur les berges de l'estuaire, Ken et le clan des crocodiles dévastaient la noria des crabes de rivage. Mais les croqueurs de crustacés respectaient les usages et ne mangeaient qu'après leur chef. Sur Kangaroo Island, Pogo, le bébé de Cartagna, découvrait l'étrangeté du monde que traversait une créature introuvable ailleurs que sur le dernier continent, l'échidné. Tout cela, Paraji le projetait sur le dôme du rêve. Car il en est ainsi, nous entrons dans la vie quand notre rêve commence. L'histoire se déroule sur un continent séparé du monde, semblable à un radeau au milieu des mers. Son isolement y a fait éclore des créatures improbables. D'un coup de rein, un ornithorynque plonge et part à la recherche de quelques petits crustacés qu'il pourrait tourmenter ou avaler. Ce jour-là, l'écrevisse qui rôde n'a aucune chance de demeurer en paix. Quand il plonge, à l'aide de ses pattes palmées, un repli de peau recouvre les yeux de l'ornithorynque. L'animal doit alors s'en remettre à son bec pour se repérer. De nombreux nerfs irriguent cet appendice de cuir souple et le transforment en organe sensoriel. Grâce à lui, l'ornithorynque détecte dans le sable les invertébrés et petits crustacés dont il se nourrit. L'écrevisse croit trouver un asile sûr dans une souche d'arbre immergée. Mais l'ornithorynque ne l'entend pas ainsi. Il plonge de nouveau et découvre les inconvénients de ne pas y voir clair. Cette souche n'est pas la bonne. Un congénère inutilement dérangé le lui prouvera sans courtoisie. Le bon terrain de chasse est enfin localisé. Dérangé à son tour, l'écrevisse adopte aussitôt une posture d'attaque. L'ornithorynque s'enfuit par l'ouverture opposée. Une queue de castor, un bec de canard, des bébés qui viennent au monde dans des œufs, lesquels sont incubés pendant 10 jours dans l'abdomen de la mère. L'ornithorynque a intrigué les naturalistes de la même manière qu'il fascine la tortue Kelodina. On le prit pour un reptile, puis on découvrit qu'il allaitait ses petits. L'ornithorynque était bien un mammifère. Avec l'échidné, l'ornithorynque est le seul représentant de l'ordre des monotrèmes. Il ne vit qu'en Australie, protégé du reste du monde par les océans, et de ses rares prédateurs par l'ergot empoisonné situé chez le mâle, à la patte arrière. Semblablement tenus à l'écart de tout danger, sur Kangaroo Island, les kangourous gris, Cartagna et son fils Pogo, entament une journée que l'on pourrait croire ordinaire. Soudain, brisant toute routine, un inconnu arrive. Il se nommera Kudla, l'isolé, le solitaire. C'est à Cartagna que s'intéresse le nouveau venu. Il tente d'écarter Pogo pour se rapprocher d'elle et mieux la renifler. Cartagna n'aime pas ses manières et s'écarte. Habilement, Kudla contourne la mer pour mieux la séparer de son enfant. Mais le prétendant est encore un jeune mâle inexpérimenté, sûr de son désir, mais pas de son aptitude à l'imposer. Imperturbable, Pogo renifle et mâchouille une herbe sèche. Après un instant d'hésitation,
Cartagna adopte une attitude de totale indifférence. Sa froideur presque vexante produit un effet immédiat. Pogo revient vers sa mère. Kudla tente de l'intercepter, de se tenir quelques instants de plus à proximité de Cartagna, mais le jeune kangourou passe son chemin. Dépité, Kudla considère avec envie l'intimité qui règne entre la mère et l'enfant. Pogo et Cartagna se sont éloignés, mais Kudla ne renonce pas à demeurer près d'eux afin de tenter sa chance de nouveau, quand les circonstances lui seront plus favorables. Au cœur du grand désert rouge situé au centre du continent, les quelques eaux qui ruisselaient encore ont décliné. Dans cette région, il ne tombe que 15 cm de pluie par an, dont 88% s'évaporent dès le contact avec le sol. Ce n'est pas encore la saison chaude et sèche, mais le dry, ainsi qu'on la surnomme, se fait annoncer par quelques journées encore plus torrides que des jours ordinaires. Paraji le dingo a exhumé un morceau de viande qui lui servira aujourd'hui à renforcer la hiérarchie au sein du clan qu'il forme avec ses deux enfants. Kintala se précipite vers cette promesse de repas. Son père en profitera pour lui enseigner la discipline. On ne doit pas manger avant le chef de meute. Le jeune mâle commence à adopter les postures de la soumission. Il reste en retrait, s'assoit, se couche par terre devant Paraji et supplie plus qu'il n'exige. Waka, sa sœur, se tient à l'écart. Par son sexe, Kintala a vocation à devenir le rival de Paraji. Mais la jeune femelle, elle, ne menace en rien l'autorité de son père qui lui réserve donc toute son indulgence. Pour le récompenser d'avoir compris la leçon, Paraji abandonne le bout de viande à Kintala. Sous le regard et la narine de sa sœur jalouse, Kintala savoure avec voracité ses privilèges, lesquels compensent bien la dureté de son éducation. Waka comprend quel sera désormais son rang dans la meute. Le troisième. Aujourd'hui, Paraji a administré à ses enfants une double leçon. Il a appris à Kintala qu'il faut honorer son maître, et à Waka que la chaîne des préséances doit bien se terminer par un dernier maillon. Là où se tient l'assassin, ici une néphile à toile dorée, on trouve des victimes. Le marécage du Nord fournit à l'araignée son tribut quotidien de moucherons, guêpes ou jeunes libellules. La toile est idéalement située au-dessus de ces eaux d'où, à chaque instant, de jeunes insectes éblouis prennent leur premier envol.
La libellule, carnivore à tous les stades de son existence, se retrouve parfois elle-même prise au piège d'une des toiles les plus collantes que puisse produire une araignée. La néphile femelle mesure près de 5 cm, alors que le mâle atteint à peine 8 mm. Il peut s'accoupler avec sa compagne sans même qu'elle s'en aperçoive. Un nid de guêpe fait de matière végétale, semi-digérée et mêlée de salive, est en construction. Mais l'une des ouvrières a succombé à l'attaque d'une libellule qui a fondu sur elle comme un faucon sur sa proie. Les mandibules de la prédatrice sectionnent chaque segment du corps de la victime, en commençant par la tête, qui sera perdue par inadvertance. Sur une plante voisine s'affaire une cohorte de fourmis eucophiles. Elles s'abritent dans des nids faits de feuilles rapprochées et soudées, à l'aide d'une sorte de soie visqueuse produite par les larves. Ces fourmis sont capables de dégager un acide dissuasif pour leurs prédateurs, mais elles sont accueillies avec bienveillance par leurs hôtes. En effet, leurs rejets enrichissent la terre au pied des plantes. L'orthoptère, lui, ne dispose d'aucune arme chimique pour se défendre en cas de besoin. C'est pourquoi il s'est doté de couleurs vives que les prédateurs considèrent comme un avertissement. L'insecte se nourrit de plantes empoisonnées. Il en résulte que son corps n'a pas seulement mauvais goût et mauvaise odeur, il est en outre gorgé de toxines. La stratégie de défense du phasme est fondée au contraire sur la discrétion. L'animal se fond dans le paysage où il évolue. Il ressemble en tout point à une herbe, à une tige, légèrement bourgeonnante. Il arrive qu'un phasme aventureux se risque sur un terrain auquel son camouflage l'a moins bien destiné. Il est sûr alors de ne pas échapper à l'attention du lézard à collerette, dont la couleur ne se distingue en rien de celle de la branche. Le lézard à collerette est doté d'une excellente vue. Il peut distinguer de très loin un visiteur qui s'approche. Normalement, il se déplace alors vers le côté de la branche que l'inconnu ne peut pas voir. Mais cette manœuvre lui est interdite lorsque l'intrus lui coupe toute retraite. La présence du phasme perturbe le lézard qui continue de se tenir immobile, jusqu'au moment où sa patience est à bout. Lorsqu'il se sent menacé, le lézard à collerette déploie autour de son cou une couronne de peau qui le fait paraître plus effrayant. Il ne s'interdit pas pour autant de fuir le phasme perturbateur et finalement vainqueur. C'est l'heure où Mine, le varan de Gould, sent la fraîcheur du soir engourdir son corps. Comme tous les animaux à sang froid, son énergie dépend de la température ambiante. Du sommet de son arbre tronqué, l'aigle pêcheur d'Asie domine la mangrove. Il digère les poissons et serpents ingurgités tout au long de la journée et parfois se cabre.
pour rejeter une fiente. La plaine est encore inondée au pied des falaises de grès qui courent sur 500 km en terre d'Arnhem. 2 à 3 mètres d'eau la recouvrent. Dans quelques semaines, pourtant, on pourra y marcher à pied sec. Cette nappe liquide qui perdure la moitié de l'année est alimentée par de nombreux cours d'eau. Leurs sources forment, par exemple, les spectaculaires chutes de Jim Jim, qui se jettent d'une hauteur de 215 mètres et que précèdent de nombreux ruissellements. En contrebas, une frontière incertaine hésite à séparer le monde aquatique et le monde terrestre. C'est le domaine des animaux amphibies qui passent sans encombre de l'un à l'autre. Parmi ces apatrides, un varan de Mertens semble hésiter entre les deux. Dans les marécages rôde déjà le plus grand crocodile du monde, le salty, c'est-à-dire le crocodile d'estuaire. Le salty nage en ramenant ses membres le long du corps, ce qui améliore son taux de pénétration dans l'eau. Ce sont les ondulations de la queue qui fournissent la force de propulsion. Contrairement à ce que pourrait laisser croire son surnom, le salty vit principalement dans des eaux douces, mais il tolère très bien les eaux salées des estuaires. En avalant ses proies favorites, le crocodile ingurgite involontairement de grandes quantités d'eau salée, ce qui, normalement, devrait faire courir un risque à sa santé. Mais des glandes spécialisées situées dans sa langue extraient les excès de sel qui se trouvent dans le sang afin de maintenir un équilibre. Les eaux des estuaires foisonnent de poissons-chats, poissons archers ou barramundi. Une telle abondance satisfait le crocodile aussi bien que le varan de Mertens. Le varan de Mertens est profilé comme un submersible. Il dispose, comme le crocodile, de narines situées à l'extrémité de la gueule, ce qui permet aux 2 reptiles de venir respirer après plusieurs minutes d'apnée en effleurant simplement la surface. Il peut arriver que la présence du varan indispose le crocodile. C'est alors le premier, dont la taille est inférieure, qui se retire sans attendre et regagne la berge, où il réchauffera son corps aux rayons du soleil. Sur certains arbres du bosquet où vivent les roussettes, quelques femelles se sont regroupées. Elles sont plusieurs centaines. Demain, elles seront des milliers. Déjà, la peau de leur ventre se tire sur un dôme qui enfle. Le bébé qu'elles attendent pèsera à la naissance 10 à 25% de leur propre poids.
Un nouveau-né humain de même proportion pèserait de 6 à 20 kilos. La gestation aura duré 5 mois. Pour une roussette, elle représente une charge et un investissement en énergie tel que l'animal ne peut donner naissance qu'une fois par an. Les femelles se regroupent pour assumer ensemble, sans la perturbation que causeraient les mâles, un si lourd fardeau. Sur Kangaroo Island, au sud du continent, un corbeau flûteur à bec noir contourne Cartagna et son fils Pogo. Le corbeau flûteur trouve sa ration d'invertébrés en retournant chaque caillou, chaque brindille. Le fureteur intrigue Pogo, dont l'attention est bientôt détournée par le combat que mène sa grand-mère, Burka, contre des agresseurs insaisissables. Yam, le fils attardé de Burka, se fait étreindre sans ménagement par Kudla, le nouveau venu désireux de séduire Cartagna et, à cette fin, de montrer sa vigueur. Un combat s'engage entre les deux jeunes mâles, mais la signification de l'affrontement est différente pour chacun d'eux. Yam ne se rend pas compte que son adversaire l'utilise afin de se faire valoir auprès de Cartagna. Pour lui, ce n'est qu'un jeu. Kudla, à gauche, se garde bien de venir trop vite à bout de Yam. Sa victoire serait jugée trop facile, alors il fait durer le plaisir. L'action reprend. Kudla repousse son opposant qui commence à craindre que le jeu tourne mal. Yam a beau tenter de répliquer, de rendre coup pour coup, il sent bien que le jeu est truqué et finit par céder du terrain. Chez les kangourous, ce ne sont pas les poings qui frappent les coups les plus forts, mais les pattes arrière, lorsqu'elles sont violemment et simultanément projetées vers la poitrine de l'adversaire par un combattant appuyé sur sa queue. C'est la déroute de Yam, que Kudla entraîne et promène comme un jouet, où il le souhaite, et sans effort. Décidément trop humilié, Yam hésite avant de se retourner une dernière fois vers son adversaire, qui le toise. C'en est fini pour Yam, qui n'aura d'autre choix que la retraite. Le kangourou qui ne voulait pas grandir vient de faire un pas supplémentaire vers l'âge adulte, mais Kudla, en s'attaquant à un faible, n'a remporté qu'une maigre victoire. Dans le grand désert où se déroule son apprentissage de dingo, Kintala a flairé une odeur inconnue. Elle est si forte que le monde en est presque changé. Kintala se dirige sans le savoir vers les créatures les plus étranges qu'il ait jamais rencontrées. Les intrus sont en petit nombre, une douzaine, mais la narine de Kintala pourrait en compter 1000.
L'un d'eux répand son urine et ses excréments en s'aidant de sa queue. Un autre tourne vers le dingo, une face déconcertante. Le dingo analyse l'odeur du monstre qui lui rend l'appareil. Le second sait, l'ayant appris de la mémoire collective du troupeau, qu'un dingo n'est jamais un ami. Mais Kintala, lui, ignore tout de ce qu'est un dromadaire. Il ne retient qu'une chose, le plus outrecuidant des visiteurs a osé marquer ce territoire qui n'est pas le sien. Quand le jeune dingo s'approche dans l'espoir d'intimider l'usurpateur, celui-ci, l'écume aux lèvres, met sa troupe en marche. Les envahisseurs se sont enfuis. C'est bien lui, Kintala, le fils de Paraji, qui leur a fait si peur. Le jeune dingo s'offre le plaisir d'une illusion et raccompagne les fuyards en les poursuivant de très loin. Les dromadaires sont partis, laissant sur leur passage la trace de leur séjour. Kintala ne les oubliera pas. Chaque fois que leur odeur flottera, son cerveau la rapprochera d'un souvenir, celui de cette première rencontre. De plus en plus souvent, Kintala s'aventure ainsi dans le désert, seul, poussé par la curiosité, et chaque expérience nouvelle sous le mont Artula complète son apprentissage. Un crocodile d'estuaire se prélasse sur une berge à laquelle la baisse des eaux fait gagner chaque jour un peu de terrain. Les poissons plus concentrés s'offrent à la serre de l'aigle pêcheur. Pour tous les oiseaux qui peuplent les marécages du nord, la vie devient plus douce. L'oie semi-palmée voit s'étendre les zones où elle peut caresser la vase d'un bec paresseux en y trouvant aussitôt des bulbes et des racines de plantes aquatiques. Des ibis noirs se rassemblent en petites colonies pour traquer dans les marais grenouilles et insectes. Ce jour-là, sur la rive, deux clans marchaient l'un vers l'autre tout en s'observant. D'un côté, les wallabies agiles, et de l'autre, les grues antigones d'Australie. En chemin, les randonneurs pouvaient admirer le jabirou, l'aninga indien et le héron-pie, et les grettes garzettes, immobilisés non loin du vanneau soldat. L'urette montait le gué, le jacana marchait sur les eaux. Chacun des deux groupes s'intéressait à l'autre et poursuivait sa marche. Le wallaby agile, amateur de milieux humides, utilise sa queue, proportionnellement plus longue que celle des kangourous, comme un membre postérieur supplémentaire. Cette démarche lui donne l'allure souple à laquelle il doit son nom. Les grues et les wallabies se rapprochaient dans un instant. Ce serait la rencontre. Les wallabies en étaient tout troublés et presque intimidés. Les oiseaux blancs semblaient arrogants, les wallabies insignifiants. Alors, au moment de se croiser, on fit semblant de s'ignorer.
Sur Kangaroo Island, Yam et Kudla ont repris leur combat stérile. La lutte traduit normalement la rivalité de deux mâles qui convoitent la même femelle. Ici, c'est le petit frère de Cartagna que Kudla rudoie pour se faire admirer d'elle. L'affrontement se termine quand Yam, humilié, se couche en signe de soumission. Pogo et Cartagna, impressionnés par l'ardeur du jeune mâle, peuvent désormais se douter qu'il ne les laissera pas en paix. Pogo tente d'agir comme d'ordinaire et voudrait, lui, se désintéresser du nouveau venu. Celui-ci lui en donne la possibilité en vaquant à ses propres occupations. Cartagna ne verrait pas d'inconvénient à ce que Kudla continue de la courtiser. En effet, rien ne l'empêche d'être fécondée, même si elle allait encore Pogo. Un nouveau bébé vient au monde, sous la forme inaboutie d'une sorte d'embryon d'1 ou 2 centimètres qui grimpe jusqu'à la poche par ses propres moyens. Là, il se fixe à l'une des 4 mamelles, et la mère peut fournir à ses 2 enfants, l'un dans la poche et l'autre à l'extérieur, 2 laits de composition différente. Kudla a deviné la disponibilité de Cartagna. Son sexe en érection en témoigne. Celui-ci est situé, comme chez tous les macropodes, au-dessous des testicules. Son naturel placide ne porte pas Cartagna à se précipiter. Elle se tient plutôt sur ses gardes, mais elle sait désormais que Kudla demeurera près d'elle et qu'il faudra bien accepter sa présence. Pour les crocodiles d'estuaire, cette saison est la plus belle, car les eaux moins profondes promettent des chasses fructueuses. Des poissons anges et un barramundi survolent les fonds. Le second, plutôt que les premiers, excitera l'appétit du crocodile, dont il est le mets favori. Le barramundi est un poisson d'estuaire qui appartient à la même famille que la perche. Chez de très vieux spécimens, la taille peut atteindre près de 2 mètres. Le barramundi offre au crocodile une chair riche en protéines, et sa taille justifie l'énergie investie à le chasser. L'un et l'autre forment dans les eaux du Nord une paire d'adversaires légendaires. À leur naissance, les bébés crocodiles ont tout à redouter des barramundis qui les gobent sans difficulté. Plus tard, les reptiles survivants vengent leurs congénères. Le barramundi ne se méfie guère de la souche inerte qui gît au fond de l'eau. Il a peut-être tort.
C'est aux crocodiles de moindre taille de se nourrir à présent. Mais il leur faut auparavant régler quelques querelles de préséance. Ces rituels d'intimidation sont nécessaires car ils évitent que le cannibalisme mette le groupe en péril. Les barramundi n'excèdent pas encore la taille où il deviendrait plus difficile de les chasser. Les plus grands d'entre eux sont toujours des femelles. En effet, à l'âge de 6 ans, tout barramundi mâle change de sexe. C'est quand il chasse que l'adaptation du crocodile à son milieu apparaît miraculeuse. La fente des oreilles, les yeux et les narines sont automatiquement obturés par des clapets musculaires. Et tous sont situés juste au-dessus de la ligne de flottaison. Quand le festin est abondant et quand son estomac est plein, le crocodile peut stocker un surcroît de nourriture dans un gonflement de l'œsophage. Des bajoux apparaissent alors de chaque côté de son cou. À 2500 km des crocodiles qui font ripaille, la mer fouette les côtes échancrées de Kangaroo Island. Yam, esselé, ne sert plus de faire valoir à Kudla. Il se tient à l'écart et les couinements de sa sœur, Cartagna, éveillent à peine son intérêt. Cartagna cajole son fils, Pogo, sous le regard de Kudla, qui ne les quitte plus. Cependant, quelque chose a changé. Kudla n'a plus besoin de suivre la mère et l'enfant pour demeurer près d'eux. Ils l'accompagnent de leur propre gré. Cartagna et Pogo s'effleurent et se reniflent le nez. Chez les kangourous, c'est un signe de tendresse ou d'accueil. Puis Pogo se met à jouer avec sa mère et adopte spontanément les gestes de la boxe thaï dans laquelle on frappe avec les mains autant qu'avec les pieds. Kudla s'interpose soudain entre Cartagna et Pogo comme pour montrer à la femelle qu'il peut la protéger en cas de nécessité. Ennuyé d'avoir servi à la démonstration, Pogo n'a plus qu'une idée en tête, revenir vers sa mère. Sur son chemin, Pogo se heurte à Kudla. À défaut de Cartagna, c'est ce dernier qui lui servira de compagnon de jeu.
Pogo revient enfin vers sa mère. Kudla gagnait son pari, apparaître aux yeux de Cartagna comme le père qu'elle pourrait désirer pour un futur bébé. Sur les arbres bruissants où des roussettes pendent comme des fruits mûrs, la saison des naissances a déjà commencé. Un bébé pend, inerte, accroché aux ailes de sa mère. On pourrait le croire mort-né, mais il n'est qu'assommé par son entrée dans le monde, par cette lumière si crue, ce bruit intense. Un autre bébé se blottit contre le ventre de la mère qui le recouvre de ses ailes. Celle-ci, comme cela se produit souvent chez les roussettes, a donné naissance à des jumeaux. Il s'agit à présent de débarrasser le premier bébé du placenta et de ce qui reste du cordon ombilical. Mais procéder à cette opération à 20 mètres d'altitude se révèle moins facile que pour d'autres mammifères qui l'exécutent au ras du sol. Le premier bébé ne semble incommodé ni par les acrobaties de son frère, ni par les gesticulations de sa mère qui se gratte. La roussette peine à sectionner le cordon, ce qui lui permettrait de dégager des enveloppes. Elle persévère et manipule rudement le nouveau-né, lequel se retrouve en position périlleuse et ne se retient que du bout des griffes. Il peut arriver que dans ces circonstances, celui-ci tombe au pied de l'arbre où quelques varans en fera un piètre repas. La chauve-souris mettra plusieurs heures à se tirer d'affaire. Puis elle repliera ses ailes sur ses enfants qui trouveront seuls le chemin de la mamelle. Ils se tiendront contre son corps pendant toute la durée du premier mois. Sur un autre arbre, au milieu du continent, une tariette rouge contemple la savane. Il n'a pas plu depuis quelques mois et de larges nappes d'or ou d'écarlate s'étalent entre les buissons les plus résistants. Avant que vienne le soir, la tariette orange et la bergeronnette citrine fondent sur les insectes dont elles feront une hécatombe et que leur dispute la bergeronnette grise, aussi bien que le langrayen masqué. C'est le temps des oiseaux, l'heure des becs et des ailes, qui s'activent à débusquer le moindre moucheron. Pour Quintala, que rejoint bientôt sa sœur Waka, la frénésie des oiseaux est un nouveau prétexte à s'émerveiller sur le monde. Waka, surtout, découvre le jeu excitant et plein de surprises qui consiste à pourchasser les volatiles.
Waka se laisse griser par son plaisir, mais l'instinct du chasseur est aussi à l'œuvre. Ce qu'on traque aujourd'hui par jeu, on le tuera demain par nécessité. Fatigué, lassé de s'élancer derrière les oiseaux sans jamais parvenir à s'envoler avec eux, Waka se réfugie dans l'ombre d'un buisson. Le langrayen masqué restera seul sur sa branche, ne comprenant guère quelle tornade a dispersé le congrès des oiseaux. Seul, le mont Artula qui veille sur tout ce qui vit pourrait comprendre qu'une créature du désert ait pu vouloir, le temps d'un rêve, marcher sur le ciel du dernier continent.